Et si nous avions aujourd'hui la confirmation du véritable fruit du démon de Dragon? Alors qu'une partie de son passé nous a été dévoilée dans ce chapitre 1097, vous découvrirez dans cette review à quel point il a pu être révélateur sur ses origines, certes, mais surtout sur son fruit du démon. Vous pensez que Dragon possède un simple et banal Logia du vent? Eh bien, restez jusqu'au bout de la vidéo car la théorie finale vous fera voir Dragon d'une toute nouvelle façon. Bien évidemment, ça ne sera pas sans mentionner le tragique et terrible destin de Ginny et Kuma, qui auront à affronter le gouvernement mondial une fois de plus des années après avoir échappé à leurs griffes. J'espère que cette review vous plaira. Mettre un j'aime à cette vidéo aidera beaucoup à son référencement, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter et n'oubliez pas de vous abonner. On se doit de terminer l'année avec les 400 000 Nakama. Abonnez-vous, likez et commentez, mais surtout préparez-vous à vivre ce chapitre 1097 d'une toute nouvelle façon en ma compagnie. L'entièreté de ce chapitre se concentre sur Kuma et Ginny et sur une énorme partie de leur vie. À vrai dire, nous allons carrément passer plus de 16 ans avec eux, ce qui nous permettra d'à la fois mieux cerner leur relation, mais aussi leur mentalité et leur développement. On commence 8 ans après les événements de God Valley, donc il y a 30 ans. Kuma a 17 ans, Ginny en a 21 et ils se portent à merveille, ça fait chaud au cœur. Toutefois, tout n'est pas beau et doux dans le monde de Kuma. Il utilise son Nikyu Nikyu no Mi pour extraire la douleur des personnes âgées du royaume de Sorbet, ces derniers ayant été délaissés par le nouveau roi barbare Bekori qui n'a Dieu que pour les Tenryubito. Conclusion, les vieux et les pauvres sont délaissés au profit de ceux pouvant payer le fameux tribut céleste qui ravage passivement îles et royaumes, les plongeant dans une misère irrécupérable. Quoi qu'il en soit, la bonté de Kuma qui est finalement devenu pasteur au sein de son église le poussera à aider tous les citoyens au prix de sa propre vie. Toute la douleur qu'il extrait se doit d'être absorbée à nouveau au risque de retourner au sein de la source originelle. Chaque semaine et ce pendant des dizaines d'années, Kuma devait endurer toute la souffrance de son peuple sans que personne ne le sache. Personne, sauf Ginny. Évidemment, c'est une scène qui vous aura grandement rappelé celle de Zoro qui a dû endurer toute la souffrance de Luffy sur Sailor Bark. Vu l'état dans lequel se trouve Kuma après avoir absorbé toute cette bulle de douleur, ça ne fait que forcer l'admiration que l'on peut avoir pour Zoro qui a réussi à survivre. Kuma est un boucanier réputé pour sa robustesse. Pourtant, il est totalement KO malgré la bonne santé dans laquelle il se trouve et la taille légèrement réduite de cette sphère de douleur. Zoro, lui, était déjà amoché par son propre combat et a absorbé un volume de douleur qui dépasse de loin les 6,89 m de Bartholomew Kuma. Non mais 600 chapitres se sont passés et cette scène reste toujours autant légendaire. Et peut-être même encore plus. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à Kuma, à l'image de ce qu'on pouvait voir de lui déjà dans son enfance, c'était un être doux, sensible et profondément bon. Vous aussi, vous sentez qu'Oda nous crée volontairement un lien fort avec Kuma pour nous briser le cœur, en le faisant mourir quand on retournera dans le présent? Ouais. Eh ben moi c'est simple, je ne retournerai pas dans le présent. Je vais m'arrêter à ce chapitre-là de One Piece, les bros comme ça, eh ben écoutez, je préserve mon cœur et mes larmes. Merci à tous pour ces 8 ans d'aventure, portez-vous bien, peace. Oui, bon, allez, on détend l'atmosphère comme on peut. Bref, allez, on quitte cette époque pour en rejoindre une nouvelle, nous voici 5 ans plus tard, il y a 25 ans. Ce moment-là de la chronologie est très important pour deux choses en particulier. Premièrement, Ginny demande Kuma en mariage et deuxièmement, Dragon fait parler de lui et de son armée de la libération pour la toute première fois dans un journal. Pour Ginny et Kuma, c'est donc l'officialisation de leur relation. S'il n'y avait malgré tout aucune vraie ambiguïté entre eux, Oda nous fait très largement comprendre qu'ils forment un couple et on peut pas faire plus explicite. Ce qui est autrement intéressant, c'est que dans le SBS du volume 68, l'âge de Bonnie est estimé à 24 ans. Oui, enfin c'est écrit 22 ans mais c'était avant l'ellipse, donc il faut rajouter 2 ans à ça. Bien que ce ne soit qu'un âge théorique, il faut dire que ça correspond plutôt bien au moment de l'officialisation de leur couple, il y a 25 ans, et que l'année d'après, Ginny soit tombée enceinte, mettant Bonnie au monde, mais on en reparlera le moment venu. Et du coup, concernant Dragon, eh bien oui, c'est la première fois que nous le voyons si jeune, c'est sa plus ancienne apparition jusqu'à présent. Pour comparer, avant ce chapitre, la plus vieille apparition de Dragon remontait à l'exécution de Roger, soit il y a 24 années. Donc là, c'est encore un an plus tôt, Dragon n'avait qu'à peine 30 ans, et je vous jure que ces petits détails ont leur importance, mais nous y reviendrons également le moment venu, car vous vous en doutez bien, Dragon aura droit à la moitié de la vidéo, littéralement. Et justement, nouveau bond dans notre chronologie pour arriver 3 ans plus tard, il y a 22 ans. Cette fois-ci, l'histoire prend un tournant majeur. Kuma utilise pour la première fois ses pouvoirs pour créer le chaos. La colère s'empare de lui après que des citoyens aient été kidnappés par l'armée du royaume. Pire encore, ils allaient être réduits en esclavage, et non en esclavagisme. Goji.
Après les 2 derniers chapitres mettant en avant l'horrible vie d'un esclave du gouvernement, la réaction de Kuma ne s'est pas fait attendre pour contre-attaquer et aller à l'encontre des lois du royaume, menant inévitablement à sa détention. À la sienne, mais aussi à celle de Ginny et de 3 autres qui se sont insurgés suite à l'arrestation de Kuma. Alors oui, petite pause, mais on a la confirmation que les 2 gamins battus par Ginny dans le dernier chapitre sont bien les membres de l'équipage de Bonnie. L'un d'eux s'appelle d'ailleurs Jojo, ou je sais pas comment ça s'appelle en français, c'était la trad en tout cas en japonais, et l'autre est encore carrément inconnu au bataillon. Je profite aussi pour rappeler que depuis que Bonnie et son équipage ont été capturés par la marine au chapitre 595, seul Bonnie est parvenu à s'enfuir. Sa vivre-carte mentionne que le reste du groupe n'a pas eu cette chance. Je pense tout naturellement qu'Oda mettra en avant leur rencontre avec Bonnie et leur début en mer dans ce flashback, prêtant une forme de serment à Kuma et même à Ginny de protéger leur fille. Pour revenir au principal, cette détention n'a été que provisoire car la venue d'un héros apportera une part de lumière dans ces ténèbres. Mon Kid Dragon, accompagné d'Ivankov, font leur apparition. Après 16 ans de séparation, Kuma et Ginny retrouvent leur vieil ami venu les libérer et détrôner le roi, libérant donc également Sorbet. Cette année fut déterminante pour les peuples du monde puisqu'aux côtés de Kuma et Ivankov, Dragon créa officiellement l'armée qui se nommera l'armée révolutionnaire. C'est aussi cette même année où Ohara fut détruite par le gouvernement mondial. Un vent de libération a soufflé sur les mers qui dura 8 ans avant qu'un drame ne surgisse. Il y a 14 ans, alors que Ginny fait aujourd'hui partie intégrante des révolutionnaires en étant commandante de l'armée Est, grade que tiendra aujourd'hui Bello Betty, une nouvelle glaciale est apportée à Dragon. La promise de Kuma, l'une des principales têtes de la révolution, a été capturée. Un ennemi inattendu aurait capturé Ginny et c'est là-dessus que se clôt ce chapitre. Bon, vous l'aurez compris, on revient à la partie tragique du flashback de Kuma. Alors que tout se passait bien, Koda nous avait attendri, nous avait totalement fait accepter Ginny, voilà que le prochain chapitre risque à nouveau de nous briser le cœur. Kuma n'a donc pas droit au bonheur et nous non plus. Que s'est-il passé avec Ginny ? Eh bien voici mes 3 théories pour mieux comprendre l'un des plus grands drames de la vie de Kuma. Commençons par cette simple question. Qui a bien pu kidnapper la bien-aimée de Kuma ? Je dois dire que les possibilités sont nombreuses, surtout qu'à part les jambes du kidnappeur à la fin du chapitre, rien ne nous permet de réellement l'identifier d'une quelconque manière. La première idée s'est alors portée vers le gouvernement mondial lui-même, et plus précisément les Chevaliers Divins. Ma réflexion était plutôt simple là-dessus, mais efficace. Les Chevaliers Divins font de plus en plus partie du paysage de One Piece. Après avoir été cités pour la première fois au chapitre 1054, c'est au chapitre 1083 que Dragon en parle plus sérieusement et que leurs silhouettes sont dévoilées. De ces mots, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de la force d'intervention spéciale des Tenryubito, bien différente du CP0 auquel nous sommes habitués. Et Dragon les considère comme une véritable menace à part entière en expliquant que la bataille commencera lors de leur apparition. Nous pouvons alors comprendre qu'il a déjà eu affaire à ses ennemis et que leur efficacité n'est semble-t-il plus approuvée. Et si sa première confrontation avec un chevalier divin s'était justement faite en voulant récupérer Ginny, kidnappée par l'un d'eux. L'intérêt de la capturer serait une forme de vengeance, une vengeance pour l'événement de God Valley qui fut justement saboté par Kuma Ivankov, mais aussi et surtout Ginny, qui est à l'origine directe de la venue des Rocks et de Roger sur l'île. Bien que je puisse avoir tort, je suis persuadé de la présence du gouvernement mondial dans cette affaire et par extension de leur chevalier divin qui semble tant préoccuper Dragon, à juste titre, puisqu'il aurait dû les affronter avec Ivankov et Kuma pour espérer libérer Ginny. Mais une question se pose malgré tout. Comment aurait-il su pour Ginny ? Comment le gouvernement aurait pu la reconnaître des suites de l'événement de God Valley ? C'est là qu'un élément très subtilement dissimulé tout au long du chapitre rentre en jeu et il s'appelle Bekori. Oui, l'ancien roi corrompu de Sorbet aurait tendance à très vite passer sous les radars et à n'attirer aucun soupçon. Pourtant, croyez-moi, il y a 3 choses bien précises et mises en avant dans ce chapitre qui laisseraient entendre un lien entre lui, le gouvernement mondial et surtout la disparition de Ginny. Premièrement, c'est le toutou des Tenryubito. Tout le long du chapitre, il fut décrit comme la pire des ordures allant même jusqu'à séparer son pays en 2 pour réduire la population de son district et donc de réduire le montant du tribut céleste qu'il doit donner au gouvernement mondial. Plus encore, c'est un esclavagiste, un tortionnaire, bref, le fils d'une poubelle et d'une bouche d'égout, qui n'a Dieu que pour les déchets. Deuxièmement, il a été chassé de son royaume. L'arrivée des révolutionnaires a libéré Sorbet, mais a aussi poussé le roi à se tailler en vitesse. Il a donc dû trouver refuge ailleurs, mais a surtout sans aucun doute cultivé une haine immense à la fois envers les révolutionnaires et les rebelles de son royaume. Ça tombe bien, Ginny et Kuma font partie des 2 groupes.
Troisièmement et dernièrement, il espionnait son peuple et ça change absolument tout. Comme le montre la première mention de Bekori par les petits vieux venus se faire soigner par Kuma, il peut écouter toutes leurs conversations grâce à un Denden Moshi. Alors il faudrait savoir s'il a lui-même placé sous écoute l'église de Kuma ou si c'est un des vieux qui avait l'émetteur sur lui. Quoi qu'il en soit, il espionnait sans que Kuma et Ginny ne le sachent. Maintenant, si on cumule les 3 points que je vous ai évoqués, on obtient ceci. Bekori aurait découvert les secrets et le passé de Kuma et Ginny en les espionnant à travers le Denden Moshi. Ce n'est que lorsqu'il fut chassé du pays par les révolutionnaires, groupe que rejoindra justement Kuma et Ginny, que Bekori appliquera la loi du talion finalement. En découvrant leur appartenance aux révolutionnaires, les mêmes révolutionnaires l'ayant fait chuter, il aurait proposé un deal avec les Tenryubito qu'il aime tant. Qu'en échange de toutes les informations qu'il a au sujet de Kuma et Ginny, il se verrait offrir une place au sein du gouvernement mondial en tant que dragon céleste. Plus encore, il aurait pu surprendre une conversation concernant God Valley et les boucaniers lorsqu'il espionnait Kuma, ce qui aura davantage tendance à intéresser le gouvernement, menant ainsi à la capture de Ginny par les chevaliers divins. Nous savons aussi des mots de Jinbei que Kuma aurait autrefois été le mauvais souverain de Sorbet, avant d'être chassé par son peuple et devenir pirate. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Dans ce chapitre, comme le prouve son flashback, il s'agit d'une transformation de toute son histoire par le gouvernement mondial lui-même, sûrement car le vrai roi tyrannique était Bekori qui a rejoint les nobles célestes. Jinbei dit également qu'après avoir rejoint les révolutionnaires, il a été capturé par la marine et condamné à perpétuité. Et si c'était vrai, mais que l'histoire ne dit pas qu'il aurait échangé sa place en prison avec celle de Ginny. Le gouvernement mondial aurait utilisé Ginny comme une pression sur lui, le forçant à se rendre pour libérer sa femme, ce qu'il fera et ce qui mènera à sa première rencontre avec Vegapunk. Voici ma théorie concernant l'origine de l'enlèvement de Ginny et ses organisateurs. Maintenant passons à un autre sujet, une autre théorie qui m'a pesé tout le long du chapitre. Bonnie serait née sans que personne ne le sache. Oui, vous m'avez bien entendu. Il y a un véritable problème dans ce chapitre, l'absence de Bonnie qui, je vous rappelle, a un âge estimé de 24 ans. C'est-à-dire qu'à partir de la révolte de Kuma contre le roi de Sorbet, Bonnie est censée être née. Cependant, elle n'apparaît nulle part. Il n'y a aucune trace d'elle dans ce chapitre qui couvre pourtant 16 années de leur vie. Alors la question est simple, où est-elle? Bien sûr, l'hypothèse qu'elle ne soit pas encore née et que son véritable âge soit modifié par son Toshi Toshinomi, oui, c'est le véritable nom du fruit du démon de Bonnie dévoilé dans le dernier SBS 107, sorti au Japon, elle a bien le fruit de l'âge. Ou même qu'elle fut adoptée est à prendre en compte. Mais aujourd'hui, on va prendre le problème d'un autre point de vue. Si on analyse la réaction de Kuma à la demande en mariage de Ginny, on comprend facilement, sans avoir bac plus 15, qu'il ne veut pas s'engager à ce point pour la simple et bonne raison que le gouvernement risque de lui tomber dessus. Tout comme c'est arrivé à son père Clamp, lui qui était le seul possédant le sang de boucanier, sa femme a aussi été kidnappée et tuée. C'est la raison pour laquelle la grossesse de Ginny et la naissance de Bonnie aurait purement et simplement été cachées aux yeux du monde, cachées même aux lecteurs. Personne, ni les citoyens, pas même Dragon ou Ivankov, n'aurait conscience de son existence. Kuma et Ginny l'auraient cachée au monde entier afin que le lien entre elle et eux ne soit pas fait et qu'elle ne puisse craindre la menace du gouvernement mondial. Ce qui pourrait expliquer 3 parties de l'enfance de Bonnie que l'on a pu voir dans le SBS 64, dans le chapitre 1063 et dans le 1095. Bonnie a dû vivre recluse du monde, ce qui explique pourquoi dans le chapitre 1095, elle demande à son père si elle sera un jour elle aussi libérée, sous-entendant un jour où vivre en tant qu'enfant de boucanier ne soit plus un danger pour elle. Au chapitre 1063, les réactions de Kuma et Bonnie semblent retranscrire des retrouvailles, comme si elles avaient dû la cacher sur une autre île que Sorbet pour encore moins éveiller les soupçons. Et finalement, dans le SBS, nous pouvons voir que malgré ses vêtements rapiécés, elle ne manquait pas de nourriture fraîche qui aurait été rapportée par Kuma pour qu'elle ne manque de rien. En bref, voici pourquoi Bonnie ne serait visible nulle part. Son existence serait cachée aux lecteurs eux-mêmes jusqu'à ce qu'elle grandisse, évitant ainsi tout soupçon de lien entre elle et un boucanier, race dont le gouvernement souhaite l'éradication. Alors, très bien, nous avons peut-être des pistes pour expliquer la jeunesse de Bonnie et le kidnapping de Ginny, mais finalement, que s'est-il passé pour que Ginny ne soit aujourd'hui plus présente dans l'histoire? L'ultime sacrifice de Kuma est la mort de Ginny. Ginny aurait effectivement terminé sa vie comme elle a commencé, prisonnière du gouvernement mondial. Les révolutionnaires ne seraient parvenus à la sauver, créant un remords profond et immédiat pour Kuma, lui qui disait pourtant ne voulant plus voir personne mourir. La dernière personne qui mourra devant ses yeux sera sa bien-aimée dans une impuissance totale. Ça serait peut-être ça le déclic ultime le poussant à passer à la vitesse supérieure pour détruire le gouvernement. Après des années à le fuir, lui et Dragon se seraient mis d'accord d'infiltrer le cœur même de la plus grande institution avec le projet Pacifista. Je vous
vous l'ai dit à plusieurs reprises et je persiste, les pacifistas sont destinés à pacifier le monde mais surtout à apporter une forme de paix en aidant les révolutionnaires à faire chuter le gouvernement mondial. Kuma n'avait strictement aucun intérêt à l'époque d'aider les forces militaires du gouvernement mondial en donnant son corps à la science. Et aujourd'hui il en a encore moins après que l'on ait découvert son terrible flashback et le lien qu'il a avec le gouvernement. Il s'est sacrifié après avoir subi la douleur de son peuple pendant des années pour les soulager. C'est la douleur du monde qu'il a aujourd'hui pris sur ses épaules, sacrifiant son corps et son esprit, le mettant au service de Dragon et Vegapunk sous le nom de code Pacifista. Ces soldats robotiques, source de terreur dictée par une loi divine autoritaire, se retrouveraient à la fin de One Piece au service du monde comme le faisait Kuma, sa volonté vivant toujours dans ce projet destiné à offrir une protection aux plus faibles. Voici pourquoi les pacifistas représenteraient une partie de l'avenir de One Piece, pourquoi le sacrifice de Kuma servira non seulement à renverser le gouvernement, mais aussi à aider les peuples opprimés partout dans le monde entier. Et bien maintenant que nous avons passé la partie larmoyante de cette review avec une histoire tout de même très difficile, passons un petit peu à la hype, à la grande révélation concernant Dragon ainsi que possiblement son fruit du démon. Nous y sommes, nous qui avons désiré, rêvé pendant des dizaines d'années qu'une telle révélation se fasse, nous en savons désormais plus sur le passé de Dragon. D'après ses mots, il fut en effet autrefois un soldat de la marine. Dragon était bel et bien du côté de la loi, et si un grand mystère plane encore sur de très nombreux aspects de sa vie, voici qu'une petite partie de celle-ci s'est dévoilée aujourd'hui. Alors j'imagine très bien que peu d'entre vous ont vraiment été surpris, surtout les plus adeptes aux théories, parce que c'est simple, les théories les plus populaires au sujet de Dragon était qu'il soit un ancien dragon céleste ou aussi et surtout un ancien marine prétendant au titre d'amiral. Qu'il ait fait précédemment partie de la marine était la théorie la plus populaire et nombreux étaient les arguments comme par exemple ce color spread à l'occasion du film One Piece Z qui montrait deux marines en arrière-plan à l'époque ressemblant tous deux étrangement à Dragon, ce qui n'avait fait qu'alimenter cette idée au sein de la communauté. Sa vivre card expliquait également que les révolutionnaires ne connaissaient pas tous le secret de son passé, mais que même si c'était le cas, ils savaient qu'ils allaient continuer à avoir confiance en lui. Bref, vous l'aurez compris, et même si de mon côté j'ai très peu, voire même pas parlé de cette théorie, c'est une révélation qui fait plus de bien qu'elle ne surprend. Alors, pourquoi elle fait du bien? Même parce que désormais on a plus de concret pour théoriser sur toutes les autres facettes cachées de Dragon, et ça c'est un plaisir incommensurable. À nouveau, j'ai plusieurs théories et analyses le concernant, et si je veux évidemment absolument parler de ses pouvoirs et son fruit du démon, qui me semble aujourd'hui encore plus confirmé, voyons avant ce qui a pu le pousser à quitter la marine. La seule chose connue dans ce chapitre concernant son lien avec la marine, c'est qu'il n'a pas trouvé la justice qu'il recherchait dedans. On peut facilement imaginer qu'il a quitté le service militaire suite à un événement précis, et le seul que j'ai en tête et qui colle avec les autres événements de sa vie, c'est God Valley. C'est bien la seule guerre recensée mettant en scène des marines contre une injustice totale, à savoir de défendre des Tenryubito pour qu'ils puissent librement vaquer à leur occupation morbide. Dragon avait 17 ans pendant la guerre de God Valley, un âge très important dans One Piece, puisque c'est à ce moment-là que Luffy a pris la mer. C'était un signe de protestation contre les nobles qui deviennent vraiment nobles à 18 ans, ce qui avait convaincu Sabo de partir un an plus tôt pour renier ses origines. C'est un âge symbolique qui aurait à mon sens marqué le départ de Dragon de la marine. Après tout, avec son père déjà haut placé et désireux que sa descendance suive sa voie, Dragon aurait rejoint les rangs de l'armée très jeune et serait devenu une recrue prometteuse destinée à grimper les échelons de la marine jusqu'au grade d'amiral. Mais si la théorie de God Valley se confirme, c'est là que tout aurait changé. Bien qu'il n'ait pas été vu dans les précédents chapitres, Dragon aurait fait partie de l'escouade de Garp et aurait découvert la véritable horreur de la marine, protéger les puissants qui profitent des faibles, un sens de l'humanité et de la justice absolument bouleversé et retourné qu'il n'imaginait pas un seul instant possible. Cette désillusion totale, il aurait donc vécu en plein cœur de l'incident de God Valley, ce qui justifierait sa présence sur la même île que ses deux commandants Ivankov et Kuma, sans qu'aucun d'eux n'en ait conscience avant de se rallier sous le symbole de la révolution. Autre argument parfaitement en accord avec la présence de Dragon sur cette île, Rox dit Chebek. Si beaucoup peuvent voir une ressemblance physique entre les deux hommes, à mon sens, cette ressemblance est davantage marquée dans leurs idéaux respectifs. Chebek est à ce jour le premier révolutionnaire connu du monde de One Piece. Au-delà de la terreur qu'il inspirait chez les citoyens, il était décrit comme étant un ennemi direct du gouvernement mondial, attaquant cette institution de front. C'est une première dans One Piece d'entendre parler d'antagonistes de la sorte, et même si je ne pense pas que Chebek soit un vrai bon samaritain, aussi bienveillant que peut l'être Dragon dans sa quête révolutionnaire, le père de
de Luffy aurait pu voir dans le capitaine des Rocks un véritable exemple à suivre. La graine de la révolution aurait été semée dans son esprit, dans l'esprit de Dragon, influencé à changer le monde par l'homme voulant devenir le roi du monde. Si son histoire se dévoile peu à peu, une autre facette de sa vie pourrait aujourd'hui être dévoilée indirectement suite à cette révélation. Je parle évidemment de ses pouvoirs, de son fruit du démon. C'est encore une théorie bien ancrée dans l'esprit des lecteurs, mais Dragon semble avoir une influence directe sur le climat et plus précisément sur le vent. Les arguments sont plus que nombreux, l'apparition d'une bourrasque de vent sur l'Octown pour sauver Luffy coïncidant avec l'apparition de Dragon, l'omniprésence de cet élément encore une fois lors de sa présence au royaume de Goa, on y retrouvait les bourrasques de vent, carrément une explosion qui a dégagé la voie à des citoyens en danger et par-dessus tout, Dragon semblait pouvoir se déplacer rapidement où il le souhaitait sur le royaume, donnant même l'impression qu'il puisse voler. Plus encore, Luffy a récemment battu Kaido avec une attaque en Gear 5 nommée Gomu Gomu no Bajrangun. Mais un message subliminal se cache dans cette technique, car le mot Bajrang est en fait l'un des alias d'Hanuman, un dieu et héros singe de couleur blanche extrêmement populaire en Inde. Si les comparaisons sont faciles à faire avec le Gear 5 et la forme Nika de Luffy, c'est au niveau du père d'Hanuman que ça devient intéressant puisqu'il s'agit de Vayu, le dieu du vent. Le père du singe blanc se trouve être la divinité du vent, tout comme le père de Luffy qui serait possesseur des pouvoirs du vent. Alors si ces quelques arguments peuvent déjà totalement composer un fond d'arguments valide pour une théorie sur les pouvoirs de Dragon, son ex-appartenance à la marine n'est pas non plus à négliger. Vu le charisme, le leadership et la prestance de Dragon, nul doute que son destin au sein de cette organisation militaire était d'atteindre les plus hauts sommets, à savoir de viser le grade d'amiral. Et vous l'aurez sans doute remarqué, mais tous les amiraux ont des pouvoirs élémentaires très thématiques. Kizaru, qui représente la couleur jaune, possède le fruit de la lumière. Akainu, qui représente la couleur rouge, représente le feu, et ainsi de suite. Pas la peine de vous faire tout le casting, vous avez bien compris. Et vous aurez donc également compris que Dragon, avec la couleur verte qui lui est caractéristique, il aurait incarné le pouvoir élémentaire du vent, ce qui compléterait totalement le Godai, l'ensemble traditionnel japonais des 5 éléments. On y retrouve la terre, Ryukugyo, l'eau, Aokiji, le feu, Akainu, l'espace ou le vide, la gravité de Fujitora, et finalement le vent. Dragon, s'il avait continué sur la voie des amiraux, il est finalement l'amiral manquant, l'amiral disparu. Cet indice apporte à mon sens l'argument ultime de cette théorie, la fameuse cerise sur le gâteau, nous donnons absolument toutes les raisons de penser que Dragon possède le pouvoir élémentaire du vent, confirmant cette idée que l'on a depuis sa première apparition. Mais si je vous parle de ça, ce n'est pas dans le seul et unique but de vous rabâcher ce que vous savez peut-être déjà, mais plutôt de voir encore au-delà. Dragon aurait-il simplement le Logia du vent? Je n'en suis pas si sûr et je vais vous expliquer pourquoi il n'aurait non pas un Logia, mais bien un Zoan mythique. Tout d'abord, et comme j'aime vous le répéter depuis quelques temps, la grande mise en avant des Zoan mythiques depuis Onigashima par Oda dans son histoire est à mon sens un moyen pour lui d'exploiter davantage la mythologie de ces fruits du démon et de leurs pouvoirs. Nous arrivons sur la fin de l'œuvre, tout naturellement c'est à ce moment-là que les plus grands et puissants ennemis des protagonistes vont se dévoiler pour offrir les combats finaux de One Piece. Ces mêmes ennemis ne peuvent alors pas se contenter de posséder de simples paramécia, Logia ou Zoan, alors qu'il existe une catégorie ultime chez les fruits du démon qui condense les pouvoirs de toutes les autres catégories en une seule, les Zoan mythiques. Les Zoan mythiques accordent la force et la régénération emblématique des Zoan tout en offrant la puissance et les pouvoirs élémentaires des paramécia et des Logia. Après tout et à choisir, pourquoi prendre le Mera Mera no Mi ou le Mane Mane no Mi alors que le Uo Uo no Mi de Kaido permet de déchaîner les éléments et des boules de feu, ou que le Inu Inu no Mi modèle Kitsune de Devon qui permet aussi de prendre l'apparence d'autres personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, Oda met tellement en avant les Zoan mythiques que seulement dans le dernier arc, nous sommes passés de 2 utilisateurs connus de ces fruits du démon à 10. 10 dont Luffy. Car oui, même le héros possède en réalité cette forme de pouvoir légendaire considérée comme la plus rare catégorie de fruits du démon, et donc par extension sûrement la plus puissante. Et encore, je ne compte ni Imu, ni le Gorosei qui semblent eux aussi posséder des pouvoirs liés aux Zoan mythiques. Après tout, pourquoi se contentent-ils de simples paramécia alors qu'ils représentent les ennemis finaux et ultimes de One Piece? Ce sont toutes ces raisons qui me poussent à penser que Dragon posséderait également un Zoan mythique, s'accordant ainsi avec le reste des principaux antagonistes de One Piece qu'il devra sans doute combattre, notamment les démons du gouvernement mondial. Et là, je vous entends, vous vous dites peut-être, mais Goji, c'est trop simple de tout relier aux Zoan mythiques maintenant qu'ils sont au centre de l'histoire. Je vous répondrai simplement que ma principale théorie sur le fruit du démon de Dragon date de bientôt 7 ans, et que c'est dans celle-ci que je lui attribuais le Zoan mythologique d'Ao Kwang. Maintenant, laissez-moi vous l'expliquer, car si vous ne la connaissez pas, vous verrez sûrement Dragon d'une toute autre façon après ça.
Ao Kuang est purement et simplement le roi dragon de la mer de l'Est, dans le folklore chinois. Nous pouvons le retrouver dans de grandes œuvres littéraires dont La Pérégrination vers l'Ouest, l'histoire mettant en scène le roi singe Sun Wukong qui aurait grandement inspiré Oda dans la conception de Luffy. Associé à la couleur verte, Ao Kuang est décrit comme étant le dieu du climat, en pouvant provoquer des tempêtes, des orages et d'autres catastrophes, faisant de lui le plus puissant des dragons. Malgré son aspect bestial, il peut également prendre une forme humanoïde. Et bien qu'il fût temporairement l'ennemi de Sun Wukong, il deviendra par la suite un allié qui l'aidera dans son aventure. Maintenant, si on compare ça à Dragon, il vient de l'Est, Is Blue, et se tourne toujours face au vent, vers ce point cardinal. Dragon a aussi le code de couleur vert à en juger sa tenue et peut totalement provoquer orage et tempête comme Ao Kuang, ce qui le différencie totalement d'un Logia classique. Effectivement, si Dragon a le Logia du vent, alors comment pourrait-il invoquer des éclairs comme il a semble-t-il fait pour sauver Luffy de l'échafaud? C'est impossible. Mais le Zoan mythique de ce roi dragon lui permettrait de faire tomber la foudre là où il le souhaite. Et bien sûr, la possibilité d'Ao Kuang de prendre une forme humaine rappelle grandement les Zoan ayant plusieurs formes, dont l'humaine et l'animal. Mais les indices ne s'arrêtent pas là. Bien au contraire, c'est à partir de maintenant que ça devient plus intéressant. Le thème du dragon ne s'arrête pas qu'au prénom du père de Luffy. La proue du navire de Dragon représente un véritable dragon, tout comme les proues de certains navires dans One Piece qui représentent les pouvoirs et personnalités de leur propre capitaine. Sans omettre de mentionner le symbole des révolutionnaires montrant clairement la tête d'un dragon, ou le premier symbole sur la voile du navire de Dragon dans ce chapitre qui donne l'impression de voir un dragon en plein vol de haut. Lorsque Ivankov notifie l'étrange habitude qu'a Dragon de se diriger vers l'Est, il lui fait également part que ça viendrait peut-être de son instinct animal, encore un rapport avec le roi dragon de l'Est. Mais ce n'est pas fini. Au chapitre 1054, donc assez récemment, Dragon s'est vu attribuer un nouveau titre par les partisans révolutionnaires du monde entier, le Dragon Rebelle, Angyaku Ryu. Ryu est le mot japonais pour dragon, la vraie créature mythique. Il est considéré par les révolutionnaires comme un véritable dragon. D'ailleurs, comme me l'a très justement fait remarquer Nina, que Dragon est un nom lié à son fruit du démon n'est très clairement pas impossible puisqu'Oda a donné le prénom d'Orochi à l'homme qui possédait le Zoan mythique du Yamata no Orochi ou à Toki, la femme qui possédait le Toki Tokinomi. Mais finalement, l'un des arguments que j'aime peut-être le plus autour de ce mythe de Dragon et des dragons, c'est à Sabo qu'on le doit. Lorsque nous le revoyons pour la première fois à Dressrosa, grandi et entraîné par les révolutionnaires pendant toute son enfance, il utilise plusieurs techniques reliées directement au thème du dragon. Ces techniques se regroupent dans l'art martial du Ryusoken, le point de la griffe du dragon. Sabo imite les griffes d'un dragon et utilise Ryu no Kagizume, le talon du dragon. Ryo no Ibuki, le souffle du dragon. Et sa technique ultime, Kaen Ryuo, les flammes du roi dragon. Oui, comme Ao Kuang, le roi dragon. Ce style de combat serait inspiré du Kung Fu du dragon du Sud, qui est justement inspiré et basé sur le mythique dragon chinois, cette catégorie précise à laquelle appartient Ao Kuang, le roi dragon chinois. En toute sincérité, cette théorie ne vous a-t-elle pas convaincu? Ne vous a-t-elle pas hypé, titillé votre curiosité ou même passionné? Alors devrais-je peut-être rajouter que, sans savoir pourquoi, Barbe Noire a décidé d'attaquer le QG de Dragon, Batigo, que Barbe Noire n'agit jamais inconsciemment sans qu'une grande récompense soit en jeu, et cette récompense serait le Zoan mythique de Dragon puisque Teach chasse les plus puissants fruits du démon pour lui et son équipage. Voici ce qu'aurait vraiment caché le raid de Baltigo, non pas attaquer un groupe représentant une menace pour Barbe Noire, mais plutôt récupérer un Zoan d'une puissance absolument légendaire. Ah, et puis, si je dois vraiment conclure cette théorie par un dernier argument, alors je vais vous demander de vous souvenir de mes paroles un petit peu plus tôt, concernant le destin d'amiral qui était tout tracé pour Dragon. Sachez que les amiraux et les hauts gradés de la marine, en général, sont systématiquement reliés à l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. Akainu est le chien, Kizaru est le singe, Fujitora est le tigre, et même Sengoku pourrait être la chèvre. Pourtant, un manque à l'appel, le dragon. Cet animal légendaire faisant aussi partie de l'astrologie chinoise serait, vous l'aurez compris, représenté par Dragon, qui aurait dû devenir amiral, ça, s'il n'avait pas quitté la marine. Voici donc ma théorie au sujet du Zoan mythique de Dragon, le Zoan d'Ao Kuang. C'est une théorie que j'ai depuis des années, mais ça a été un plaisir absolument incommensurable de retomber dedans, alors j'espère que vous l'avez autant adopté que moi. Si elle vous a plu, elle et le reste de cette review, alors je vous invite à laisser un like pour me soutenir, mais aussi à vous abonner. Merci à tous les bros, et on se retrouve en live sur Twitch, sans faute, pour débrief à nouveau de ce chapitre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien, peace les bros.